Eh bien, écoutez, c'est parti. Bon, bah, alors tout d'abord, voilà, je pense que je peux vous le dire, vous l'avez compris, on est absolument ravis d'être avec vous aujourd'hui pour évoquer ce fameux retour au bureau. C'est un sujet qui occupe pas mal les médias, qui occupe pas mal les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Et c'est vrai que quand on a discuté avec Maxime et avec Timothée de parler de ce sujet-là, de prendre la parole là-dessus, on s'est dit que ça pouvait être intéressant. Euh, Ce qui est important pour moi, c'est d'apporter quelques éléments de contexte. On traverse une crise, je pense que tout le monde en est parfaitement conscient. Et en fait, cette crise a une particularité, c'est que dans une crise, il y a différentes phases. Donc la première phase, ça a été la phase de confinement. La phase qui arrive derrière, ça va être la phase de réathlétisation de la société, c'est-à-dire de remontée en puissance des différentes sociétés. Et en fait, on est dans une phase un peu intermédiaire où le sujet le plus important, c'est l'humain. Et c'est s'adresser, traiter l'humain et prendre en considération ce qui est vraiment important pour l'humain. Et donc, on a essayé de centrer notre présentation autour de ça. Donc, c'est une période avec beaucoup d'incertitudes, c'est une période de transition, on a assez peu de visibilité sur ce qui va arriver. Et pourtant, c'est une période avec de formidables opportunités, que ce soit en termes de communication, en termes d'engagement des équipes, en termes d'innovation. Il y a énormément de choses à faire en ce moment. Et en fait, un terrain dans cette phase où l'humain est parfaitement centré, où on a tous connu une crise qui est commune, où on a tous été dans la même équipe, est forcément quelque chose de très, très bon pour mettre en place des nouvelles pratiques. Alors, avec Magic Office, durant la phase de confinement, on a beaucoup discuté avec des office managers, on a énormément échangé, on a eu beaucoup de questions des office managers, ce qui n'était pas toujours simple parce qu'on n'est pas expert dans tous les domaines. Alors, on a essayé de mettre en contact avec des experts des différents sujets. On a parlé RH, on a parlé sécurité, on a parlé outils de télétravail, on a parlé engagement des équipes, on a parlé de tout ce qui est administratif, évidemment, avec tout ce qui est chômage partiel. Et le moins qu'on puisse dire, je crois, et je pense il faut vous rendre ça, les office managers, c'est qu'une fois de plus, vous êtes au centre de l'attention et vous êtes un pilier de l'organisation et de la cohésion des équipes. Et donc, je pense qu'il est très important d'essayer de vous accompagner au mieux, d'essayer de vous donner le plus d'informations, mais aussi d'être le plus pragmatique possible pour vous donner des outils qui sont assez clés, assez fondamentaux sur cette organisation-là. Du coup, on a beaucoup discuté avec Timothée et Maxime. Alors, je présente très rapidement Timothée et Maxime, donc, qui sont les deux cofondateurs de Bluedigo. Alors, Bluedigo, c'est un site e-commerce de mobilier de bureau et de fourniture d'occasion qui sont éco-responsables et qui ont comme vocation de créer des espaces de travail à impact positif. Voilà. Et c'est un point qui est absolument fondamental en ce moment parce qu'on va tous se recentrer sur des choses qui sont extrêmement business et il ne faut absolument pas mettre de côté des impacts qui peuvent être dévastateurs à long terme. Et Magic Office, que j'ai eu la chance de cofonder il y a maintenant 2 ans, alors c'est d'abord le média des office managers, et puis c'est bientôt une boîte à outils qu'on vous mettra à disposition dans les prochaines semaines. Voilà. Alors, au niveau du programme, de quoi on va parler? On va essayer d'être assez synthétique sur les différentes parties. On va se donner à peu près une demi-heure pour vous présenter en gros les différentes parties. Pour les dernières personnes qui sont arrivées, je le rappelle, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans la Q&A. On reviendra à la fin de la session pendant un quart d'heure, 20 minutes sur les différentes questions. Donc, le premier sujet qu'on va aborder, c'est les règles de base pour un retour en sécurité au bureau. Le deuxième sujet qu'on va aborder, c'est comment réaménager les espaces de travail pour qu'ils soient en adéquation avec les attentes et le risque de contagion. Ensuite, comment nettoyer les espaces de travail. Qu'est-ce qu'il faut faire pragmatiquement pour nettoyer les espaces de travail. Et puis enfin, j'interviendrai moi plus sur l'aspect communication. Alors communication, oui, sur les mises en œuvre que vous allez faire dans le cadre de votre espace de travail, mais communication un peu plus large pour bien établir le rôle de l'office manager dans cette phase-là. Et tout de suite, je vais passer la parole à Maxime pour vous parler des règles de base pour un retour au bureau. Merci beaucoup Nicolas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec Timothée, donc on est ravis d'animer ce séminaire avec Magic Office. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'on vous propose, peut-être pour savoir un peu où est-ce qu'on en est et quelle est la tendance, on va faire un petit sondage, ce que permet l'application Zoom. Je vais vous l'envoyer tout de suite pour savoir quand est-ce que le retour des équipes, le retour au bureau est prévu chez vous. Est-ce que peut-être vous n'avez jamais fermé, peut-être que vous avez repris le 11, peut-être que c'est plutôt début juin ou peut-être plus tard. Voilà, l'idée, ce serait un peu de voir où est-ce qu'on en est actuellement. Je vous laisse un peu tous ceux qui le souhaitent voter. Encore 2-3 secondes.
Voilà, donc normalement, vous voyez les résultats. En fait, on s'aperçoit qu'il y a une grande partie des retours dans vos équipes qui est prévue pour début juin. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a encore, je ne sais pas si vous voyez les résultats, euh, beaucoup de, beaucoup d'incertitudes puisque pratiquement 40% des répondants au sondage ne savent pas encore quand est-ce qu'aura lieu le retour des équipes au bureau. Alors, du coup, je dirais c'est un peu, c'est assez, ça reflète plutôt la situation actuelle telle qu'on peut l'observer. Euh, on voit aujourd'hui qu'il y a une très forte angoisse dans la société qui est parfaitement normale et qui est liée à l'épidémie de coronavirus. Et il y a une très forte crainte des équipes, des collaboratrices, des collaborateurs d'être contaminés en retournant au boulot. Pratiquement 71% des Français ont peur d'être contaminés, donc c'est pratiquement un salarié sur 3 salariés sur 4. Ce qu'on voit aussi, c'est que beaucoup de gens souhaiteraient continuer du coup à télétravailler, même pendant la période de déconfinement. Le télétravail, c'est aussi une donnée très importante à prendre en compte dans cette nouvelle phase, puisque beaucoup de Français souhaiteraient poursuivre l'expérience de télétravail, pas forcément tout le temps, mais de plus en plus, même une fois que la crise sera terminée. Donc le contexte, c'est un contexte qui est quand même un contexte assez angoissant, assez difficile pour tout le monde. Et du coup, pour réussir cette phase de déconfinement et de retour au bureau, c'est très important de rassurer, vraiment ne pas hésiter à en faire trop, ne pas hésiter à communiquer sur ce que vous faites. Nicolas y reviendra tout à l'heure. Mais dans ce contexte qui est très, très anxiogène, c'est important de vraiment montrer que l'entreprise et vous, Office Manager, en tant que représentant de l'entreprise, vous vous mobilisez pour assurer une reprise de l'activité qui soit sécurisée et dans laquelle les salariés sont protégés. Alors, du coup, on va commencer par quelques règles de base pour ce retour au bureau. On s'est basé sur le protocole de déconfinement qui a été publié par le gouvernement. On s'est basé aussi sur différents documents qui sont sortis, notamment les règles sanitaires qui ont été édictées par la fédération Syntec. Il existe, si vous êtes dans un secteur particulier, le commerce, la logistique, etc., il y a des règles thématiques qui existent. On vous mettra les liens à la fin de la présentation. Euh, En gros, toutes les règles vont dans le même sens. Et même si elles ne sont pas toujours faciles à appliquer, l'idée, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut appliquer les gestes barrières dans le contexte de travail, comment est-ce qu'on peut appliquer les gestes barrières au bureau. Ces gestes barrières, je crois qu'on commence quand même à bien les connaître. Il y en a 2 qui sont vraiment essentiels. Le premier, c'est le fait de se laver régulièrement les mains. Les mains sont un facteur de contagion extrêmement important, d'après les études scientifiques qui sont assez unanimes sur le sujet maintenant. Donc, se laver régulièrement les mains. Et le deuxième geste barrière vraiment fondamental, c'est la distance. Respecter en permanence une distance d'1 mètre entre les personnes pour éviter là aussi les risques de contamination. Alors, du coup, concrètement, sur les règles de base pour le retour au bureau, la première chose, c'est qu'il faut limiter au maximum le nombre de personnes qui seront présentes en même temps dans les locaux. On ne peut pas avoir un retour à la normale où tout le monde revient en même temps et on a l'effectif habituel qu'on avait avant le confinement. Le Covid-19 adore les lieux fermés. C'est là aussi un consensus scientifique aujourd'hui. Et donc, il faut éviter de se retrouver trop nombreux dans des locaux et dans des espaces qui sont fermés pour ne pas faciliter la contamination. La recommandation qui a été fixée par le gouvernement, c'est d'avoir pas plus d'1 personne pour 4 mètres carrés. Donc, si vous avez par exemple des surfaces qui sont de 100 mètres carrés, on estime qu'entre les meubles, les recoins, etc., donc ça fait 80 mètres carrés de surface utile. Et donc, il faut diviser par 4, donc ça fait 20 personnes maximum dans des locaux de 100 mètres carrés. Donc, c'est à peu près ça la jauge, c'est 1 personne pour 4 mètres carrés. Alors,
Comment faire pour y arriver? Vous avez certainement entendu la recommandation du gouvernement qui est qu'il faut que le télétravail se poursuive quand c'est possible. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont envie de retourner au bureau. Bien sûr que les collègues peuvent nous manquer. C'est aussi le télétravail, c'est compliqué aussi sur certains aspects pour mobiliser, pour gérer les projets, etc. Il faut néanmoins essayer de maintenir autant que possible les gens en télétravail. Ce que vous pouvez aussi, c'est organiser un roulement des équipes, c'est-à-dire dire il y a l'équipe A qui sera là tel jour, l'équipe B un autre jour, ou bien des horaires décalés, prévoir des gens qui viennent le matin, d'autres qui viennent plutôt l'après-midi. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de limiter le nombre de personnes, de ne pas avoir tout le monde qui revient en même temps. Nous, chez Bluedigo, par exemple, on a repris depuis le 11 mai et on a mis en place un système de tableaux partagés avec Google Doc et les gens qui veulent venir au bureau s'inscrivent et comme ça, on est sûr qu'on ne dépasse pas la jauge qui est de 4 mètres carrés, de une personne pour 4 mètres carrés. Deuxième élément de la règle de base, c'est évidemment les équipements sanitaires de base pour protéger vos équipes. Là aussi, il y a une forte attente de la part des collaborateurs et c'est aussi important si vous voulez éviter au maximum les risques de contamination. Le premier, c'est évidemment le gel et les solutions hydroalcooliques. Donc, c'est à peu près 50 à 75 millilitres par personne et par semaine pour si on estime que les gens se lavent les mains avec du gel à peu près toutes les heures ou toutes les heures et demie. Donc le gel, commence à y avoir des solutions pour s'en procurer. Il faut savoir que les tarifs sont réglementés avec un maximum qui a été défini par décret. Donc faites attention si vous voyez des tarifs qui vous paraissent extrêmement élevés. Alors, sur la question des masques, qui a été un sujet au cœur de l'actualité, malheureusement, pendant les 2 derniers mois, d'abord, le principe, c'est qu'il n'y a pas d'obligation légale de porter un masque au bureau, donc ce n'est pas une obligation déterminée par la réglementation, sauf quand on ne peut pas faire respecter les barrières d'1 mètre. Par exemple, pour de la logistique, pour des gens qui travaillent dans des entrepôts, ça peut être compliqué d'avoir en permanence la distance d'1 mètre qui est respectée. Et dans ces cas-là, le port du masque est obligatoire. Si vous arrivez à gérer la distance d'1 mètre, le masque n'est pas obligatoire. Ça peut être une recommandation de votre part. Ça peut être une décision aussi de dire tout le monde doit avoir un masque en permanence au bureau. Ça peut être une décision de l'employeur, ce qui est une mesure assez extrême. Un compromis qui nous paraît intéressant, c'est de dire quand les gens sont assis à leur table de travail, qu'il n'y a personne à 1 mètre autour, ben là, ce n'est pas forcément indispensable de porter un masque. En revanche, pour des gens qui se déplacent beaucoup à l'intérieur de l'entreprise ou dans les locaux, là, ça peut être plutôt recommandé de porter le masque. Sachant que sur les masques, donc, vous avez beaucoup d'offres qui sont en train de se développer. Vous avez des masques, notamment ce qu'on appelle les masques grand public, donc qui ne sont pas les masques chirurgicaux, qui permettent d'assez bien protéger, enfin vous protégez surtout les autres quand vous portez un masque. Nous, notre recommandation chez Bluedigo, c'est aussi d'aller vers des solutions lavables, réutilisables, pour éviter trop de déchets et pour éviter ensuite qu'on se retrouve avec un problème de déchets qui soit énorme avec des masques qui sont jetables systématiquement. En revanche, si vous prenez des masques qui sont lavables et réutilisables, bah, il faut effectivement les laver, si possible, au moins à 60 degrés. Autre question, c'est la question de comment est-ce qu'on gère des cas éventuellement de Covid au bureau. Le premier point, alors ça paraît évident, mais il faut éviter à tout prix que des personnes qui ont un doute sur les symptômes ne viennent au bureau. Je pense que ça nous est tous arrivé de se dire je ne me sens pas très bien, mais je viens quand même. Ce n'est pas très malin en période normale, c'est absolument dangereux dans la période actuelle. Et donc, c'est important de communiquer ça auprès des équipes. Si les gens ont le moindre doute, s'ils ont un symptôme qui peut être la fièvre, la toux, la perte du goût et de l'odorat, dans ces cas-là, ils ne viennent absolument pas, surtout pas au bureau. Bon, il y a des entreprises qui
qui ont envisagé de faire des tests systématiques, ce que le gouvernement a refusé. La prise de température à l'entrée, ça aussi, c'est une mesure qui est quand même assez extrême, compliquée à organiser, et il faut faire attention aussi parce que c'est très encadré au niveau de la médecine du travail, du droit du travail. La solution, là aussi, c'est de communiquer en amont avec vos équipes en leur disant si vous sentez que vous avez de la fièvre, bah, pareil, vous ne venez pas. Dès qu'il y a un doute, vous ne venez pas. Si jamais il y a des symptômes qui arrivent pendant que la personne est au bureau, ce qui peut arriver, on sait que le virus peut avoir des dégradations subites, peut entraîner des dégradations subites dans l'état de santé. Ce qui est à faire, c'est d'abord évidemment l'isoler très rapidement en évitant tout contact avec vous et avec les autres personnes qui sont au bureau en même temps. S'il n'y a pas de signe de gravité, renvoyer la personne chez elle en lui demandant de prendre contact avec son médecin traitant. C'est les médecins traitants qui sont chargés de gérer derrière tout ce qui est le tracing des contacts, le dépistage, les tests, etc. Donc, il faut que la personne rentre chez elle et ensuite contacte son médecin traitant. Dans l'hypothèse où ce serait un cas avec de gravité, avec des problèmes respiratoires importants, il faut naturellement prévenir le 15. Comme je vous le disais, le tracing des contacts, tout ça, vous n'avez pas à vous en occuper, c'est géré à partir de la recommandation du médecin traitant. En revanche, ce qui est conseillé, c'est quand même de désinfecter les lieux le plus rapidement possible. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Et ensuite, de prévenir les personnes avec lesquelles la personne a été en contact en leur recommandant de ne pas venir dans les jours qui viennent. Alors, il faut faire attention parce que c'est des données qui sont communiquées sur l'état de santé d'un collaborateur. Il faut le faire avec précaution. Il faut dire il y a un risque, il y a une suspicion, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas à recommander aux gens qui ont pu être à proximité de ne pas venir dans les jours qui suivent la contamination telle qu'elle a été constatée. Un point qui est important aussi, c'est de vraiment avoir une approche assez globale lorsque vous mettez en place les règles. On pense naturellement à toutes les équipes, aux gens avec lesquels on travaille, aux collaboratrices, aux collaborateurs. Il faut penser aux gens qui peuvent être là occasionnellement, aux freelances, aux prestataires. Si vous avez des gens qui viennent arroser les plantes, livrer des corbeilles de fruits, du café, voir avec eux qu'ils aient bien pris toutes les règles nécessaires pour faire en sorte que ce soit sécurisé. Dans la mesure du possible, limiter au maximum les visites, les visiteurs externes. Les rendez-vous, c'est par téléconférence, par Zoom, etc. Et un point auquel on ne pense pas forcément, c'est les parties communes de l'immeuble. Mais c'est important que vous preniez la tâche avec le syndic, avec la personne qui est en charge du ménage dans les parties communes, pour voir comment est-ce que vous pouvez les désinfecter très régulièrement. Parce que si vous mettez en place parfaitement les règles à l'intérieur des bureaux, mais que tout le monde touche la même poignée de porte, la même porte d'ascenseur, etc., le risque de contamination est très important et ça serait dommage. Dernière règle de base, et c'est Timothée qui va approfondir ce point-là, c'est la question aussi de comment est-ce qu'on réorganise les espaces pour permettre le respect de la distanciation physique. Bonjour à toutes et tous. Donc là, l'idée de cette partie, c'est vraiment de vous proposer des conseils très pratiques, très concrets pour repenser vos espaces de travail, pour repenser votre aménagement. Alors, pour votre aménagement de votre espace de travail, la règle de base, ça Maxime l'a déjà évoqué, c'est bien sûr de respecter 1 mètre de distance entre chaque espace de travail, parce que voilà, c'est la distance qui permet de protéger une personne par rapport à une autre. Donc, c'est 1 mètre de distance entre vos bureaux individuels. Ce sera 1 mètre de distance, par exemple, entre 2 fauteuils d'un espace détente, ou par exemple 1 mètre de distance pour la machine à café, indiquant qu'une seule personne peut y aller. Alors, le premier conseil que je peux vous donner pour réaménager vos bureaux, c'est bien sûr d'espacer vos postes de travail et d'utiliser des séparateurs. Alors, vos espaces de travail ne sont pas forcément agencés de la même façon. Certains travaillent en open space, d'autres en bureau fermé avec des bureaux individuels. Donc, je vais essayer de m'attarder sur chaque agencement. Alors, c'est vrai que si vous pouvez, le meilleur des cas, c'est d'utiliser des bureaux individuels parce que du coup, il n'y a pas de contact entre les personnes, chaque personne à son bureau. Donc, c'est vrai que c'est l'idéal. Et puis, on désinfecte régulièrement son bureau. Donc, ça, on en reviendra plus tard. Si vous travaillez en open space, dans ce cas, c'est vrai que on vous conseille un placement en quinconce. Donc, on a ce beau schéma pour vous montrer ce que c'est
un placement en quinconce. Donc, c'est le but que personne n'est face à face. On est tous distancés à 1 mètre. Et puis, vu que vous faites le roulement des équipes, normalement, il y a moins de personnes sur le plateau. Donc, vous pourrez mettre les gens en quinconce sur l'open space. Autre configuration, si vous êtes en flex office, c'est-à-dire que si vous n'avez pas attribué un poste précis aux personnes et que du coup, les places ne sont pas attribuées, vous pouvez donner un sous-main jetable à chaque personne. Donc, l'idée, c'est de prévoir en fait un tas de sous-mains à l'entrée des bureaux. Chaque employé prend un sous-main jetable pour protéger son bureau et s'en débarrasse à la fin. Ça permet en fait de ne pas avoir de contact avec le bureau. Donc, ça, c'est un petit Sachant que conseil qui peut facilement appliquer. Sachant que le sous-main jetable, ça peut être une grande feuille de papier plus grand qu'un format A3. Ça existe dans le commerce, donc, ça permet d'éviter effectivement les contacts entre les mains et les benches. Voilà, exactement. Ensuite, une précaution supplémentaire, si vous êtes en open space, c'est d'utiliser des cloisons. Donc, des cloisons, en fait, c'est des séparateurs. Donc, il y a des cloisons en plexiglas. Vous en avez sans doute vu en supermarché, dans des pharmacies. En fait, il en existe aussi pour le secteur tertiaire, pour les bureaux. Donc, c'est ce qu'on appelle par exemple des hygiaphones. Donc, ça permet en fait de toujours permettre à vos collaborateurs et collaboratrices de communiquer. Il n'y a aucun souci acoustique, mais ça permet bien sûr de limiter les projections anti-postillons et donc de limiter les risques de contamination. Donc, il y a différents formats possibles pour les séparateurs. Verticaux, horizontaux, enfin, il y en a plusieurs en fonction de vos bureaux. Et en tout cas, ça peut être une solution quand même assez adéquate momentanément. Ensuite, un deuxième conseil, c'est l'accès aux espaces communs. Parce que, comme l'a dit Maxime, en fait, c'est vrai que le virus se propage surtout dans les espaces clos et les espaces partagés. Donc, quand on parle d'espaces communs, c'est qu'on parle d'espaces détente, de coins cuisine, de cafétéria, de salles de réunion, bien sûr. Alors, pour les salles de réunion, c'est vrai que nous, on vous conseille toujours de continuer les réunions virtuelles. Ça permet déjà de faire des réunions entre les personnes qui sont en télétravail et les personnes qui sont de retour au bureau. Et même pour les personnes qui sont déjà de retour au bureau, vous pouvez faire des réunions virtuelles. Chacun reste à son poste et puis on utilise Zoom et puis il y a aucun problème pour faire ces réunions. Si vous tenez vraiment à faire des réunions en physique, parfois c'est quand même indispensable, on vous conseille par exemple d'enlever quelques chaises de réunion. Si par exemple c'est une salle de réunion pour 6 personnes, vous enlevez 3 chaises, ça indique vraiment qu'il n'y a que 3 personnes qui peuvent rentrer dans cette salle de réunion. Et une précaution supplémentaire aussi, c'est de prévoir un plan de table. Comme au mariage, en fait, vous indiquez quelle personne doit s'asseoir à telle place. Et puis vous indiquez les mètres de distance. La personne en charge de l'organisation de la réunion peut envoyer ce plan de table par mail un peu avant. Et puis, on peut coller ce plan de table sur la table, on peut coller ce plan de table sur la porte. Ensuite, c'est aussi limiter l'accès aux espaces communs. Donc, ça, je le disais avant, mais c'est limiter les flux. Donc, ça peut être par exemple différentes équipes. Vous faites des rotations pour les espaces détente, pour le coin cuisine. Vous pouvez dire que une certaine partie de l'équipe mange à midi, une deuxième à 12h30, une troisième à 13h. Après, l'autre possibilité aussi pour la pause midi, c'est que chacun mange à son poste. Bon, alors c'est peut-être moins drôle, mais on espère que c'est juste momentané. Et puis, vous pouvez aussi animer cette pause midi en faisant des jeux concours, des jeux en ligne. Vous pouvez tous regarder un film ensemble, mais chacun à sa place. En tout cas, ça peut être une solution momentanée. Et après, un dernier conseil aussi, c'est laisser les portes ouvertes le plus possible pour éviter les espaces fermés dans ces espaces détente. Et ça permet aussi à vos collaborateurs et collaboratrices de ne pas toucher les poignées de porte, qui sont quand même des zones de contact pour le virus. Et enfin, un troisième conseil pour réaménager facilement vos espaces de travail, c'est tout ce qui est le marquage au sol. Alors là, pareil, dans les gares, dans les supermarchés, on a commencé à voir aussi dans les boutiques du marquage au sol. C'est aussi possible dans les bureaux de faire un peu de pédagogie, parce que vous allez voir qu'au bureau, c'est pas toujours facile de respecter les gestes barrières, d'y penser tout le temps, de respecter cette distance d'1 mètre. Donc, si vous placez déjà des affiches dans les bureaux pour faire respecter les gestes barrières un peu partout, à l'entrée, aux toilettes, enfin un peu partout. Vous mettez du marquage au sol pour matérialiser donc cette distance d'1 mètre entre les bureaux, aussi dans les couloirs. Donc ça peut être aussi utile. Dans les ascenseurs, vous pouvez mettre des cercles indiquant que les personnes doivent en fait se mettre dans ces cercles pour la distance. Et aussi, si c'est possible, bien sûr, de privilégier un seul sens de circulation. Alors je sais que c'est pas toujours évident. Mais par exemple, vous pouvez mettre des flèches au sol pour indiquer la circulation à avoir. Vous pouvez aussi, par exemple, privilégier une cage d'escalier pour la montée et une cage d'escalier pour la descente. Ça permet en fait à vos collaborateurs et collaboratrices de ne pas trop se croiser.
En tout cas, enfin, de respecter les distances. Donc voilà, donc ces 3 petits conseils pour aménager et repenser un peu vos espaces de travail, à la fois avec du matériel, de la communication. Et maintenant, on va vous parler un peu de désinfection et de nettoyage qui sont aussi indispensables. Oui, donc ce qui est vraiment important, comme disait Timothée, c'est d'insister sur la communication. Les habitudes reviennent très vite au bureau. On a envie de discuter les uns avec les autres, surtout quand on ne s'est pas vu depuis longtemps. Donc c'est très important, cette dimension de marquage au sol, d'affichettes, etc. Ça peut paraître peut-être un peu enfantin, mais l'important, c'est que vraiment toutes les équipes gardent en permanence les gestes barrières en tête. Alors, on a fait aussi un petit focus sur la question du nettoyage des locaux. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce sujet-là? Pour 2 raisons. La première, c'est que malheureusement, le virus est relativement persistant dans l'air et sur les surfaces. Il y a pas mal de discussions pour savoir les durées exactes, mais il peut rester sur les vêtements jusqu'à 12 heures. Il peut rester plusieurs jours sur du métal, sur du plastique. Donc, c'est important d'adapter sa politique de nettoyage face à cette situation. Et la deuxième raison, c'est que vous avez beaucoup de gens qui sont asymptomatiques et contagieux. Donc, apparemment, ils n'ont aucun symptôme, ils sont en parfaite santé, sauf qu'en réalité, ils se promènent avec le virus et ils sont susceptibles de contaminer leurs collègues. D'où l'importance d'adapter la politique de nettoyage. On vous a mis là un certain nombre de conseils. Le premier, qui est le plus facile, le plus économique, mais qui est très important parce que, comme je vous disais tout à l'heure, dès que c'est confiné, sans mauvais jeu de mots, le virus se répand très facilement, c'est aérer vos locaux 3-4 fois par jour pendant au moins 10 minutes. C'est tout bête, mais ça pourra vraiment permettre d'éviter de faciliter la circulation de l'air et d'éviter que le virus reste en suspens. On a déjà parlé des flacons de gel, mais la contamination par les mains, c'est une des plus fortes. Donc, il faut vraiment essayer d'en mettre le plus possible ou de distribuer des petits flacons à chaque personne et d'essayer de le rappeler de se frotter les mains régulièrement. Il faut savoir aussi que il faut pouvoir utiliser des produits produits désinfectants qu'on appelle le virucide pour être sûr d'éliminer correctement toute trace de virus. Il y a une norme qui existe. Vous avez des détergents qui sont spécifiques sur cette norme-là. Vous avez bien sûr de l'eau de Javel, même si c'est extrêmement agressif. Mais en tout cas, il faut faire attention à avoir très régulièrement des produits qui soient suffisamment efficaces contre le virus. Il faut porter une attention vraiment importante sur les surfaces contacts, c'est-à-dire ce qu'on touche sans même y penser très régulièrement. Ça, c'est des vrais foyers de contamination potentielle. Les poignées de porte, les boutons d'ascenseur, les chasses d'eau, les interrupteurs, la machine à café. Essayez de le nettoyer extrêmement régulièrement, là aussi plusieurs fois par jour, pour éviter que ça devienne des vecteurs de contamination. C'est important d'éviter dans le contexte actuel les prêts de matériel, notamment les prêts d'ordinateurs, de téléphones portables, même dans une certaine mesure d'agrafeuses, etc. Là, chacun, c'est le clean desk absolu qui doit s'appliquer et éviter les choses qui traînent et que tout le monde peut toucher. Avoir aussi, si vous pouvez augmenter le nombre de passages de votre équipe de ménage, en le faisant passer par exemple 2 fois par jour. Ce n'est pas toujours évident en termes de prix et en termes de coûts, évidemment, mais c'est sûr qu'au plus, si vous pouvez le renforcer, c'est mieux, sachant que si vous avez eu une personne qui a été contaminée, que vous le savez, ça peut être bien de faire une désinfection plus importante. Il y a des sociétés de nettoyage qui le proposent avec des produits spécifiques contre le virus. Donc ça, il faut vous renseigner auprès de votre prestataire. Pour ceux qui vont réouvrir, en fait, si jamais il y avait personne dans les locaux depuis 5 jours, on considère que ce n'est pas la peine de faire une désinfection. En revanche, s'il y a eu des allées-venues, ça vaut peut-être le coup, avant de réouvrir et que les premières équipes reviennent, de faire une désinfection globale.
Et puis, dernier aspect, c'est évidemment de communiquer sur cette nouvelle organisation de nettoyage. Toujours pareil, pour rassurer les équipes et faire en sorte qu'elles reviennent au bureau sans avoir trop le stress de la contamination par le virus. Alors, avant de passer la main à Nicolas et pour faire le lien avec sa partie, on va juste faire un petit sondage là aussi autour de la question du télétravail. On sait que c'est un… Alors, je vais juste le relancer. On sait que ça a été une nouveauté pour beaucoup d'entreprises, pas forcément dans l'univers startup, etc. On sait aussi que ça impacte beaucoup la façon dont on travaille, les relations entre les personnes, etc. Donc, du coup, on vous a préparé un petit sondage pour savoir, vous, ce que vous en avez pensé de votre point de vue, notamment d'office manager. Qu'est-ce que c'est l'impact du télétravail? Est-ce que ça fonctionne finalement aussi bien qu'avant? Il n'y a pas de différence? Est-ce que c'est difficile de maintenir la cohésion, la motivation? Est-ce que finalement, la crise fait que vous avez été encore plus rapprochés? Et puis, bon, tout ça est encore quand même très frais. On n'est pas encore sorti de la crise sanitaire, malheureusement. On va voir un peu ce qui se passe. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse là aussi quelques secondes pour juger. Et puis, il y a déjà pas mal de questions qui se posent dans la session questions et réponses, donc on y reviendra dans quelques minutes. Et puis, voilà, dès qu'on aura tous répondu, enfin quelques-uns répondu à ce sondage. Voilà, je vais vous partager les résultats. On voit que c'est assez, normalement vous le voyez là sur votre écran, c'est assez partagé, avec quand même le sentiment le plus fort qui est la difficulté de maintenir la cohésion entre tout le monde, mais aussi presque un tiers ou pour lesquels qui jugent que c'est aussi bien qu'avant. Donc Nicolas, je te laisse continuer. Parfait. Alors, on va parler un petit peu cohésion et communication. Je pense qu'on a tous vécu une période un peu particulière ces derniers temps. Toutes les entreprises sont très inégales sur le fait de traverser cette période et de traverser cette crise. Il y a des entreprises qui étaient déjà préparées à ces nouveaux modes de travail. Il y a des entreprises qui sont déjà très digitales, avec des populations plus ou moins jeunes, avec des populations qui doivent venir obligatoirement sur le lieu de travail. Il n'y a pas de sociétés qui sont égales devant ces changements de mode de travail. Quoi qu'il arrive, il y a un truc qui est absolument fondamental, c'est de comprendre que la communication que vous allez utiliser, la communication que vous utilisez au jour le jour vis-à-vis des interlocuteurs et des différentes parties prenantes autour de l'entreprise est absolument fondamentale. Alors, le premier point dont je voulais parler, c'est quel est votre rôle? Quel est le rôle de l'office manager? Alors, c'est vrai que quand on parle de rôle de l'office manager, en général, on se retrouve avec une fiche de poste qui est relativement longue et c'est surtout une fiche de poste à géométrie très variable en fonction de la situation. Toujours est-il qu'en cette période de communication, il faut bien comprendre que l'office manager doit communiquer. Vous devez communiquer impérativement vis-à-vis des différents collaborateurs, des externes aussi de la société. Et pour une raison très simple, c'est que dans une entreprise, l'office manager, il incarne la cohésion de l'équipe, il incarne la vie de l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, les gens attendent de l'office manager qu'il leur transmette de l'information, qu'il communique. Voilà. Et c'est quelque chose de très important. Et du coup, pour cette phase dont je parlais en début de conférence, et je reviendrai un peu dessus après, il est fondamental que vous preniez cette phase comme un challenge pour garantir la bonne cohésion de l'équipe. Alors, de manière un peu plus concrète, sur votre rôle, la première chose, c'est toujours de se synchroniser avec la direction. Il n'y a rien de pire, on en parle beaucoup en politique, mais il n'y a rien de pire qu'un couac de communication. La direction prévoit un plan de licenciement et vous, de votre côté, vous dites aux managers qu'ils peuvent recommencer à recruter. Quoi qu'il arrive, ça peut être compliqué à gérer. Deuxièmement, et Maxime l'a évoqué très bien tout à l'heure, il faut impérativement valider de quel sujet vous avez le droit ou non de parler. Le coronavirus est une maladie. Cette maladie est dans la sphère personnelle. Vous n'avez absolument pas le droit, sans l'accord écrit du collaborateur, de communiquer aux autres collaborateurs comme quoi il a été atteint. Faites attention à ces mécanismes de communication. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, vous engagez la responsabilité de l'entreprise sur ces sujets-là. Changez pas ce qui marche. On ne le dit pas assez souvent, mais on a vécu une période de 2 mois très particulière. Il y avait des choses qui fonctionnaient bien avant que vous aviez mis en place. Des canaux de communication, il y avait des groupes Slack, il y avait des newsletters, il y avait tout ce que vous pouvez imaginer ou des stand-up meetings. Essayez de conserver ce qui marchait avant parce que les gens vont avoir besoin de revenir à des choses qui leur donnent confiance, des choses qu'ils connaissent. Et à partir de ce moment-là, surtout, ne changez pas ce qui marche.
Renforcer les échanges humains informels. Pourquoi ça? Parce que c'est extrêmement important de réussir à récupérer des signaux faibles de vos collaborateurs. Tous les collaborateurs ont subi un plus ou moins gros traumatisme avec cette période-là. Quand je dis traumatisme, ce n'est pas forcément un traumatisme visible, mais quoi qu'il arrive, tout le monde a eu un choc qui a été très rapide, une modification des organisations très rapide, et surtout, tout le monde a enfoui au fond de lui-même un certain nombre de peurs. Et vous allez devoir impérativement échanger beaucoup avec les collaborateurs, que ce soit autour d'un café si vous êtes au bureau, que ce soit en faisant des webinars un peu informels, un peu off, pour réussir à récupérer les inputs, récupérer les insights de vos collaborateurs. Et puis le dernier point, alors on sort un peu du domaine de la communication, mais bon, comme vous le savez, avec Magic Office, on est assez global sur l'office management. Ménagez-vous. On est en train de vivre un marathon. On est à la deuxième partie du marathon et ça va être encore long. Ménagez-vous parce que vous, office manager, vous êtes un pilier, vous avez un rôle extrêmement central dans toutes les phases et l'accompagnement de l'équipe pour bien traverser ces phases-là. Et il va falloir tenir la longueur. Voilà. Donc voilà, entre guillemets, ce qui concerne le rôle. Maintenant, on va parler un peu de la forme. Alors, au niveau de la forme, la première chose, c'est de faire des communications ciblées sur les différentes typologies d'interlocuteurs. Les fournisseurs sont inquiets, les clients sont inquiets, les collaborateurs sont inquiets. Tout le monde a besoin d'avoir confiance dans votre entreprise. Tout le monde a besoin d'avoir confiance en vous. Et donc, vous devez impérativement faire des communications ciblées pour ces différentes parties prenantes. Ensuite, base de la communication, soyez honnête et soyez positif. Alors pour le côté positif, je ne m'inquiète pas trop avec les office managers, en général ça ne manque pas, pour l'honnêteté non plus bien entendu, mais quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais qu'une communication honnête est une communication qu'on ne pourra pas vous reprocher derrière. Un autre élément absolument fondamental dans la confiance, c'est donner de la visibilité. Ce n'est pas toujours facile, on est dans une période assez incertaine, mais quand vous avez la possibilité de donner de la visibilité aux collaborateurs, qu'elle soit extrêmement favorable ou qu'elle le soit moins, il est important que les gens puissent se projeter dans le futur, dans votre organisation. Et ça va permettre tout simplement aux gens de continuer à se fédérer autour d'un projet et de continuer à avoir une véritable cohésion dans l'équipe. J'ai mis quelques points un peu plus concrets derrière. Mettez en place des rituels de communication. Comme vous êtes attendu, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre en place un rituel, par exemple toutes les semaines. Prenez la parole auprès de toute l'équipe, que ce soit en présentiel, en digital ou en hybride, pour leur donner quelles sont les actions qui ont été mises en place et quelles sont les actions que vous prévoyez de mettre en place dans le futur. Ça, c'est très important. Et maintenez-les sur la longueur. Ne faites pas ça pendant les 3 premières semaines et arrêtez ensuite. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que comme le naturel revient au galop, il est très fort possible que dans votre entreprise, les mauvaises habitudes de certains collaborateurs reviennent aussi au galop. Et vous devez maintenir une certaine pression en termes de communication pour garantir que tous les gestes barrières et toutes les actions seront bien prises en compte par les collaborateurs et resteront dans le temps et non pas uniquement sur les quelques premières semaines. Voilà. Associer les collaborateurs et éloigner, engagés évidemment, mais éloigner. Tous les collaborateurs ne vivent pas le fait d'être éloignés de la même manière. Il y a des gens qui sont très très contents d'être chez eux, qui sont très contents de partager, de moins faire de transport. Et puis il y a des gens qui se sentent véritablement isolés. Et il ne faut jamais oublier quelque chose, c'est que quand il y a un traumatisme, on ne sait pas exactement quand les impacts de ce traumatisme vont apparaître. Et ces 2 mois de confinement ont forcément été un traumatisme pour tout le monde. Et à partir de ce moment-là, vous ne savez pas si dans 2 mois, il y aura des nouveaux risques psychosociaux dans l'entreprise que vous ne connaissiez pas avant, que dans 6 mois, vous allez avoir une vague de départ. Vous devez impérativement essayer de mettre tout le monde, d'onboarder tout le monde dans cette nouvelle stratégie de communication. Et surtout, ce qui est très important, c'est que si vous détectez qu'il y a de nouveaux risques, de nouveaux comportements que vous ne comprenez pas, faites-vous aider. Il existe des psychologues d'entreprise, il existe des tas d'entreprises qui peuvent vous accompagner là-dedans. Il y a des experts, des spécialistes, on est plus dans le domaine des ressources humaines. Faites-vous aider, il n'est pas de votre ressort, à vous, Office Manager, de maîtriser toutes ces situations-là. C'est des situations qui sont très complexes, mais qui peuvent amener à des burn-out, qui peuvent amener à beaucoup de situations qui ne sont absolument pas souhaitables. Donc n'hésitez pas à anticiper, et ça recoupe avec les signaux faibles dont on parlait tout à l'heure. Et puis enfin, et avant de parler du fond rapidement, utilisez différents canaux.
Il y a les affichages. Alors, ça ne sert à rien de multiplier les affichages. Alors, je ne suis pas expert sur quels sont les affichages obligatoires. J'ai vu une question tout à l'heure dessus. Mais quoi qu'il arrive, ça ne sert à rien de multiplier les affichages dans tous les sens. Mais si vous avez des groupes Slack, si vous pouvez prendre la parole dans les différentes réunions, si vous pouvez communiquer via les systèmes de newsletter internes, chacun a ses modes de communication de l'information auxquels il est plus réceptif. Donc, n'hésitez pas à avoir un seul message et à multiplier les canaux de communication. Alors maintenant, sur le fond, parce que la forme, c'est important, mais le fond aussi. Donc, je vous l'ai dit, c'est une phase de transition. C'est une phase de transition dans laquelle on ne sait pas exactement quand on va en sortir et comment on va en sortir, mais quoi qu'il arrive, il faut commencer par être conscient qu'il s'agit d'une phase. Et du coup, adapter les messages que vous allez faire, les sujets que vous allez aborder, le comportement en termes de communication à cette phase-là. Je vous ai mis un schéma qui s'appelle Back on Stage, qui a été fait par un ami qui s'appelle Stéphane Munier. Je vous conseille très très fort de consulter le site que j'ai marqué en dessous, TBMS Marketing, parce qu'il permet de vraiment comprendre les mécanismes humains des personnes en fonction des différents stades. Donc je vous le recommande vivement pour bien comprendre ce qui se passe. Donc en gros, c'est une phase de transition. Il va falloir jouer collectif. C'est hyper important pour s'en sortir. Et ensuite, c'est une véritable phase d'opportunité pour ancrer des nouvelles habitudes. Ça, c'est les 3 piliers qui vont vous servir à communiquer et évidemment, comme je vous le disais au départ, mettre l'humain en centre. Et puis ensuite, sur le fond, vous pouvez tout à fait associer des collaborateurs, vous pouvez anticiper les peurs, ça c'est très important. Faites-vous une liste des peurs, la peur de perdre son travail, la peur de perdre un proche, la peur d'être infecté, la peur de ne plus avoir les mêmes moments de convivialité que vous aviez au bureau, la peur de ne plus pouvoir faire des team building que les personnes aimaient tant. Toutes ces peurs-là, qui sont des peurs parfois très profondes et parfois qui peuvent paraître superficielles, vous devez les adresser dans vos messages de communication, vous devez essayer de les anticiper. Voilà. Et pour ça, bien évidemment, le meilleur moyen, c'est encore de discuter avec les collaborateurs. Communiquez aussi sur les procédures que vous mettez en place. Vous allez mettre en place des procédures de sécurité pour vos collaborateurs, des procédures de sécurité pour les différents clients. Par exemple, on voit beaucoup de reportages en ce moment sur les procédures que mettent en place les coiffeurs. Il est très important de communiquer sur ces procédures pour montrer à vos collaborateurs et montrer à vos clients ou à vos fournisseurs, surtout ceux qui reçoivent de la clientèle chez eux, que vous avez pris les devants, que vous maîtrisez la situation. Et ça, c'est un élément de réassurance qui est absolument fondamental et qui va donner confiance à tout l'écosystème de votre société. Ensuite, vous avez une grande chance, vous faites partie d'une communauté des office managers, on le sait bien encore une fois avec Magic Office. Il y a un groupe Slack dédié, il y a un groupe Facebook dédié. Entraidez-vous et n'hésitez pas à vous inspirer des bonnes pratiques des autres. Voilà, il y a un bouillon d'idées absolument extraordinaire au sein de cette communauté-là. N'hésitez surtout pas à échanger sur les outils, les bonnes pratiques, échanger des documents ou des affiches. Ça, c'est hyper important. Et enfin, et avant de rentrer très rapidement sur la partie télétravail, quand on traverse une période de crise et qu'on se demande comment on doit adresser les personnes pour les rassurer, pour leur donner confiance et pour garantir cette cohésion d'équipe, ça c'est très important. Il y a une pyramide qui s'appelle la pyramide de Maslow, que beaucoup de gens connaissent, mais qu'on n'utilise pas toujours. Et en fait, il faut savoir qu'en période de crise, les gens ont tendance à redescendre dans les couches basses de la pyramide de Maslow, avec les aspects sécuritaires, avec les besoins fondamentaux qu'ils ont. Et ces besoins fondamentaux sont ceux que vous, Office Manager, vous devez impérativement adresser dans les entreprises. Donc en termes de communication, n'hésitez surtout pas à vous plonger dans la pyramide de Maslow. Elle est pleine d'enseignements sur ce que vous pouvez apporter aux collaborateurs et comment garantir la cohésion. Et enfin, avant de passer à la partie Q&A, alors, on a entendu des millions de personnes parler sur le télétravail. C'est devenu un sujet absolument épique. Tout le monde y va de ses conseils, tout ça. Je n'ai aucune idée si le télétravail va continuer dans le temps. Tout ce que je sais, c'est que nous, chez Magic Office, on est adeptes du télétravail puisqu'on est une société décentralisée depuis notre création. C'est quelque chose qui marche très bien avec des collaborateurs très engagés. Mais que je voulais vous faire ce petit retour d'expérience. Il nous a paru très important dès le début de mettre en place une charte qu'on appelle le télétravail playbook. Voilà, chacun l'appelle comme il veut. Mais en fait, une charte des bonnes pratiques pour cadrer le télétravail. C'est un document qui est dans un outil interne. Et en fait, ce document-là, c'est un document que tout le monde doit consulter et tout le monde doit être d'accord. Donc, vous pouvez le faire de manière collaborative. Vous pouvez vous inspirer parce qu'il existe des exemples un peu partout. Et en fait, il va reprendre, par exemple, les avantages du télétravail. Il va reprendre pourquoi l'entreprise fait appel au télétravail et quels sont les avantages et les objectifs
à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour les collaborateurs. Quelles sont les clés de la confiance et pourquoi l'entreprise doit être, le mindset doit être orienté résultat. Parce que résultat et confiance, c'est les deux pierres angulaires du télétravail. Quels sont les rituels? Quelles sont les règles du télétravail? Quels sont les outils que vous voulez utiliser dans le télétravail? Et pour éviter d'avoir une dispersion, une explosion des modes de communication et de la gestion documentaire et tout ça, c'est important de cadrer les outils. Les limites. Est-ce qu'un collaborateur a le droit de travailler 3 heures par jour s'il fait des journées de 15 heures le lendemain? Il ne faut jamais oublier que même en télétravail, on est encore soumis au droit du travail. Donc, vous devez impérativement cadrer les limites. Et enfin, les bonnes pratiques de communication entre collaborateurs, la fréquence des échanges et puis comment communiquer, avec des règles très, très basiques souvent, mais comme mettre bonjour dans un mail ou remercier quand on a quelque chose. Et puis enfin, avant de passer à la Q&A, les clés pour les managers en termes de télétravail. Il faut savoir que quand une personne passe en télétravail, déjà ça change, ça peut bouleverser son mode de fonctionnement. Mais quand un manager doit manager des personnes en télétravail, c'est déjà pas toujours facile d'être un bon manager bienveillant. Mais alors quand on bascule dans le télétravail, il est très important d'accompagner les managers dans ce nouveau mode de travail. Voilà, écoutez, j'ai été ravi et je pense que Maxime et Timothée ont aussi été ravis d'aborder ces sujets avec vous. Alors, comme je vous le disais, on aurait pu en parler des heures. On a un peu débordé du timing qu'on s'était donné initialement, mais voilà. Et du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on bascule sur la partie questions-réponses. Et alors, Maxime, du coup, est-ce que tu as une première question? Oui, alors il y a plusieurs remarques, notamment sur la question des risques psychosociaux du télétravail et des risques liés par rapport aux postures, les problèmes de troubles musculo-squelettiques, enfin, qui est plus une remarque, mais quelqu'un qui signale que c'est quelque chose qui est présent et qu'ils ont à l'esprit dans leur entreprise. C'est vrai que c'est un sujet et je pense qu'on a tous vécu le télétravail en mode un peu urgence. Oui, ça fonctionne plutôt pas mal. Pour ceux d'entre nous, ce qui est mon cas, qui ont des enfants en bas âge, le télétravail, c'est quand même, ça peut être extrêmement sportif et compliqué de se concentrer. Et c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à plus long terme sur comment faire pour faire en sorte que si le télétravail doit se prolonger, ce soit avec le minimum de risque pour les collaborateurs. On a une question. Avez-vous des conseils pour les pauses déjeuner? Par exemple, chacun mange à son bureau avec ses propres couverts. Recommandez-vous des demi-journées de présence pour éviter les temps de pause communs? Timothée, tu veux peut-être dire un mot? Alors oui, alors pour la pause midi, comme j'avais un peu évoqué précédemment, soit effectivement vous avez un coin de cuisine et puis vous pouvez limiter les flux dans cet espace, donc faire plusieurs équipes pour se rendre pour déjeuner. Si c'est pas possible et que vous n'avez pas de coin de cuisine ou vous essayez de le fermer pour limiter les risques, c'est vrai que nous on conseillait de donner un kit de vaisselle à chaque employé. Comme ça, ils ne se partagent pas la vaisselle. Donc, ça va être des couverts, une lunchbox, une gourde, etc. Et ensuite, que chacun mange à son poste au bureau, de manière à respecter les distances. Et la vaisselle, dans ce cas, vous ne la mélangez pas parce que chacun a son kit et puis chacun est responsable du nettoyage de son kit de vaisselle individuel. Donc, ça, c'est pour la pause midi. Je pense que c'est une solution qui peut être assez bien temporairement. Ah oui, il y a une question, Maxime, qui a été posée par Candice, sur laquelle j'aimerais bien rebondir si ça ne t'embête pas. Alors, Candice, d'aborder un problème qui est très symptomatique, c'est que donc Candice nous dit que quand on essaie de mettre en place des outils de communication qui sont ludiques, avec des challenges, des newsletters, et que l'équipe ne réagit pas et n'utilise pas, alors c'est vrai que c'est extrêmement frustrant. On appelle ça de la conduite du changement en IT, c'est-à-dire que l'adhésion à un nouvel outil, ce n'est pas quelque chose qui est forcément facile et inné pour les gens. Il y a des gens qui sont les early adopters, ils sont très gourmands de nouveaux outils, ils vont sauter sur l'utilisation des nouveaux outils. Et puis, il y a toute une population qui, en général, représente plutôt 70-80% des gens, qui, eux, sont plutôt réfractaires au changement de leurs habitudes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, vous devez impérativement leur marteler les bénéfices de l'utilisation de ces outils-là. C'est-à-dire, il faut parler au minimum des fonctionnalités et il faut axer considérablement les bénéfices. C'est-à-dire que si vous êtes convaincu que ces outils ont un intérêt pour les collaborateurs de votre entreprise,
vous devez vous transformer en un vendeur de ces outils, donc par les bénéfices, et ensuite vous dire une chose, on est dans une période extrêmement courte, on essaie de faire des mises en place très très courtes, et que tout prend du temps. C'est-à-dire que si vous êtes régulier, petit à petit, vous allez essayer réussir à onboarder de plus en plus de personnes dans votre solution, et plus vous aurez de gens, plus ça va faire un effet boule de neige. Et enfin, le dernier conseil que je pourrais donner sur cette partie-là, qui est très utilisé dans les déploiements de logiciels informatiques, c'est d'utiliser des sponsors, c'est-à-dire identifier les personnes en interne qui sont très fans de l'utilisation de cet outil-là, et ces personnes-là, faites un mini-groupe de réflexion sur comment aider les autres à adhérer, quitte à faire des sessions de travail un peu individuelles ou, voilà, ou des communications un peu spéciales là-dessus. Mais vous ne pouvez pas vous battre tout seul sur ce sujet-là. N'hésitez surtout pas à utiliser des relais d'influence, des sponsors à l'intérieur de votre société. Est-ce qu'on a une autre question, Maxime? Alors, on a une question aussi. La présence d'un manager ou de la direction est-elle obligatoire dès la présence d'un salarié dans les locaux, compte tenu de la responsabilité pénale de la direction? Ou bien, si nous avons mis en place une signalétique, marquage, etc., est-ce que ça suffit? Alors là-dessus, moi, je ne suis pas spécialiste du droit du travail, donc il faudrait vérifier avec un avocat, mais je dirais non. A priori, il n'y a pas de présence nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est que l'employeur doit assurer la sécurité des personnes à l'intérieur de l'entreprise. Ça fait partie de la responsabilité de l'entreprise. Du coup, d'où l'importance de mettre en place ce que vous mentionnez, le marquage au sol, la signalétique, les gels, etc. De le faire savoir, de communiquer là-dessus, comme on a lourdement insisté dans la présentation. C'est un point très important pour que les collaborateurs sentent que vous les avez pris en charge, à la fois pour des questions de responsabilité, mais aussi pour des questions de cohésion de l'équipe, d'engagement. C'est sûr que des collaborateurs qui viennent au bureau, la peur au ventre, et qui ont l'impression que rien n'a été fait pour gérer leur sécurité, c'est des collaborateurs qui probablement vont être très peu impliqués et très peu productifs. On a une question sur comment s'organiser pour éviter les contaminations sur les machines à café, distributeurs automatiques, etc. Timothée? Alors, pour les machines à café, tout ce qui est distributeur automatique, bah déjà, moi je conseille qu'il n'y a qu'une personne à la fois qui peut y aller. Donc, idéalement, vous pouvez mettre un marquage au sol, par exemple, par 1 mètre, pour bien expliquer qu'il n'y a qu'une personne et les autres personnes doivent attendre. Et ensuite, bien sûr, c'est désinfecté minimum 2 fois par jour. Enfin, idéalement, ce serait plusieurs fois par jour. Vous pouvez même prévoir du produit désinfectant à côté, des machines à café distributeurs. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment que pour ces surfaces contact, les désinfecter minimum une fois par demi-journée, je pense. On a une question de Lucie qui dit: avez-vous une idée pour remplacer le café matinal qui était notre réunion d'équipe informelle, tout en prenant en compte les enfants et l'environnement qu'on peut avoir à la maison? Je ne sais pas si Nicolas, tu veux… C'est une excellente question. Cette question des enfants est très symptomatique de ce qu'on vient de vivre. Je pense qu'on a tous fait des conférences et que tous ceux qui ont, et c'est mon cas, des enfants en bas âge, savent à quel point il n'est pas toujours facile qui jouent tout seuls dans leur chambre ou voilà. Je pense qu'il y a déjà une chose, c'est que tout le monde sait qu'on est dans une situation qui n'est pas une situation standard, normale. Donc tout le monde a un seuil de tolérance vis-à-vis de ce genre d'interruption dans les réunions ou voilà, qui est forcément beaucoup plus grand. Le seuil de tolérance est beaucoup plus grand entre guillemets. Donc sur ce sujet-là, ça peut tout à fait être des sujets d'ailleurs qui participent à la cohésion de l'équipe puisque ça permet aux personnes de rentrer un tout petit peu plus dans les sphères un peu plus personnelles des personnes et quoi qu'il arrive de créer des liens qui sont des liens un peu moins professionnels. Et dans ce genre de phase, ça peut être important. Et puis alors, comment remplacer le café matinal? C'est une vraie question. Est-ce qu'il faut véritablement remplacer le café matinal? Je discutais avec une office manager il y a quelques semaines qui avait l'habitude de mettre en place toujours des stand-up meetings. Je crois que c'était 2 fois par semaine, si ma mémoire est bonne, justement tous dans la même salle avec le café. Ils l'ont tout simplement transcrit en ligne. C'est-à-dire qu'ils l'ont transcrit en ligne et tous les matins, c'était une réunion qui était obligatoire où tout le monde arrivait et tout le monde devait obligatoirement avoir un mug dans la main. Et ça permet de faire un espèce d'idée de cohésion au niveau des équipes. Ce n'est pas forcément un format qui est parfaitement facile, mais il faut bien expliquer aux collaborateurs que ces rituels-là sont extrêmement importants sur la cohésion d'équipe
et qu'il faut les entretenir. Voilà. Et s'il y a des collaborateurs qui jouent moins le jeu que d'autres, n'hésitez surtout pas à les contacter en individuel, non pas pour les obliger, mais pour leur demander pourquoi et pour essayer de trouver des solutions en cas individuel à la problématique de chacun, tout simplement. Oui, puis j'ajoute que le café, vous pouvez aussi le prendre après le repas, qui est aussi normalement l'heure de la sieste, quand tout va bien. Donc, ça peut être aussi plus facile pour les collaborateurs qui ont des enfants de partager un moment un peu plus détendu à ce moment-là. Ça sent le Oui, ça sent le vécu, oui, absolument. On a une autre question, peut-être on pourra en prendre une ou deux. On a une question de Johanna qui nous dit: chaque salarié a une gourde, mais il nous a été recommandé de supprimer l'accès aux fontaines d'eau. Comment est-ce qu'on peut faire à part commander des bouteilles plastiques de nouveau? Donc ça, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Bluedigo, la lutte contre le plastique à usage unique au bureau. Le plus simple là-dedans, c'est d'abord sur la fontaine d'eau mettre bien en évidence un flacon de gel hydroalcoolique avec un espèce de pousse-mousse où les gens peuvent se nettoyer les mains avant de se servir de l'eau. Rappelez aussi avec une affichette, voir éventuellement avec votre société de nettoyage si vous pouvez faire nettoyer la fontaine à eau, les boutons, etc. Très régulièrement. Peut-être prévoir des lingettes ou des essuie-mains juste à côté pour pouvoir facilement nettoyer. Bon, c'est vrai que ce serait dommage que la lutte contre la crise sanitaire remette une couche sur la crise écologique. Oui, il y a une question que je voulais traiter je me permets Maxime, de Bianca, sur les risques psychosociaux. Oui. Alors, les risques psychosociaux, c'est les risques qui vont impacter les collaborateurs, comme j'en parlais tout à l'heure, qui sont dus à ces nouveaux modes de travail, aux changements qui ont été aussi rapides que brutals dans les organisations, aussi à une forte inquiétude, et tout le monde est très très inégal dans l'acceptation du changement et dans l'acceptation de ces conditions. Donc la première chose, comme je le disais, c'est vous devez soigner votre communication pour bien comprendre quels sont les facteurs de réassurance, les facteurs de confiance qui vont donner des éléments aux collaborateurs et qui vont leur permettre tout simplement de traverser le plus sereinement possible cette crise. Voilà, ça c'est extrêmement important. Et puis le deuxième, comme je le précisais, aussi c'est un sujet qui est extrêmement clé dans les organisations et tout le monde ne peut pas le gérer, tout le monde n'est pas formé pour gérer ces sujets-là. Donc, ne surtout pas hésiter à faire appel à des experts. Il y a des plateformes en ligne avec des psychologues du travail qui sont renommés et qui peuvent tout à fait parler avec des particuliers. Il y a, je pense à Apineo par exemple, c'est des sociétés comme ça. N'hésitez surtout pas à faire appel à des professionnels. Il faut mieux faire appel à des professionnels sur le sujet, engager des actions et que ça ne sert pas à grand-chose au final, plutôt que laisser passer des choses qui vont vous exploser au visage et affecter considérablement les collaborateurs dans quelques mois. Anticiper cette partie-là. Exactement, c'est vraiment le moment où il ne faut pas hésiter à en faire trop. On avait dit qu'on tiendrait l'horaire, donc du coup, on va peut-être en rester là. Je voulais juste vous indiquer, avant de vous remercier d'avoir participé, que Bluedigo, nous avons mis en place une boutique spéciale protection coronavirus. L'idée, c'est de vous aider à mettre en œuvre un peu tous les conseils qu'on vous a décrits dans cette présentation. La particularité, c'est qu'on a essayé de privilégier vraiment des solutions qui soient aussi éco-responsables que possible, même si ce n'est pas toujours facile. On a des masques lavables, on a du gel hydroalcoolique, on a des produits désinfectants virucides, des cloisons. Tout est made in France. On a essayé d'éviter aussi les produits à usage unique. Donc, n'hésitez pas à aller voir et n'hésitez pas aussi à nous contacter. Soit parce que vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, soit parce que vous souhaitez en savoir plus sur cette offre et nous demander des devis. Alors sur les questions, je me permets juste de rebondir. Il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de répertorier les questions et puis potentiellement de produire des réponses après et de vous les envoyer. Ça pourrait être intéressant de travailler là-dessus si ça vous va. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'il est temps de vous remercier. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté des réponses concrètes
et que ça vous permettra encore une fois d'aborder cette période-là de manière un peu plus sereine. N'hésitez surtout pas à nous contacter. On est tous joignables sur LinkedIn ou via nos sites internet. Si vous avez des questions précises ou si vous avez des idées, on est très preneurs de témoignages, d'idées ou de choses comme ça. Et puis encore une fois, merci mille fois pour votre participation et j'espère que nous aurons l'occasion de rééchanger très prochainement. Voilà, et bien sûr, naturellement, on vous enverra la présentation après ce webinaire. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Merci, bonne Merci. journée. Au revoir. Merci. Merci, Au revoir. au revoir.